une qui est... Alors, le IRN, c'est le CIV-OTP 0044 0876. C'est au numéro 24 pour mes collègues. Et avant de vous demander de lire le contenu du document, est-ce que vous pouvez nous dire de façon générale quel genre d'informations avez-vous reçu vis-à-vis le déroulement du vote? Non, je ne peux pas vous le dire parce que, en fait, tout dépendait dans quel lieu de vote ou quel bureau de vote on se trouvait. Donc, dans un lieu de vote, il peut y avoir plusieurs bureaux de vote. Et donc, on faisait du monitoring de certains. Enfin, on avait une liste qui nous avait été donnée, j'imagine, par la section électorale. Je me rappelle plus exactement, mais j'imagine que c'était la section électorale qui avait fait les équipes et qui avait composé les équipes et qui avait donné les listes des bureaux. J'ai même pas suffisamment de souvenirs pour vous dire comment exactement dans les lieux de vote qui m'étaient assignés, comment ça s'est passé. Ça me semblait, enfin, j'ai deux trois souvenirs, mais donc je peux pas vous parler de la situation globale en fait. Ah, d'accord. Dans ce cas-là, on va passer à un autre document, mais juste avant, le format qu'on a devant nous ici, le Daily Situation Report que vous voyez devant vous, est-ce que c'est le format typique du Daily Situation Report? Cela y ressemble, oui, effectivement. Très bien. D'accord. Je m'excuse juste un petit instant. Oui. Vous nous dites dans votre déclaration, alors sans regarder, mais c'est au paragraphe 288 pour mes collègues, que vous aviez reçu des plaintes concernant des violences sexuelles au courant de la crise post-électorale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si l'ONUCI ou bien la Division des droits de l'homme elle-même avait un mandat précis vis-à-vis ce genre de crime? Alors, de un, les violences sexuelles font partie des violations des droits de l'homme. Donc, comme on était chargé de tout ce qui concernait la protection et la promotion des droits de l'homme, par conséquent, on avait également un mandat sur les violences sexuelles. Ensuite, il me semble, si je ne me trompe pas, que dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité qui donnent mandat à l'ONUCI, les violences sexuelles sont explicitement citées. Et enfin, également, avec la résolution, alors j'arrive pas à me rappeler de mémoire la résolution, mais il y a une résolution spéciale sur les violences sexuelles et la Côte d'Ivoire a été identifiée comme un pays où en fait il y avait un fort nombre de violences sexuelles, donc auxquelles on devait rapporter. C'est ce qu'on appelle le MARA, c'est les Monitoring Arrangement, Monitoring, Analyzing and Reporting Arrangement sur les violences sexuelles, et différents groupes armés, mais aussi des forces armées nationales étaient, si je ne me trompe pas, sur la liste des auteurs de violences sexuelles. Your Honours, just... Oh, sorry. Maître, désolé. C'est l'enthousiasme qui nous fait nous lever en même temps. J'ai d'abord une petite remarque. Nous recevons les transcrits en français avec un petit temps de retard, à peu près 2 minutes, ce qui rend difficile de suivre les échanges en français. Ça, c'est la première chose. Et ça a un impact parce que ça nous empêche de réagir au moment où il le faut. Or, par exemple, je prends la question de mon éminent confrère, ligne 16, page 48 des transcrits français.
vous nous dites, et je le cite, vous nous dites dans votre déclaration, c'est au paragraphe 288 pour mes collègues, que vous avez reçu des plaintes concernant des violences sexuelles au courant de la crise post-électorale. Alors, dans la déclaration, au paragraphe 288, il est dit, et je cite, « Au moment de la crise, je ne me souviens pas d'avoir reçu des plaintes concernant les violences sexuelles. » Au moment de la crise, je ne me souviens pas d'avoir reçu des plaintes concernant les violences sexuelles. Alors, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, n'ayant pu faire objection parce que je suivais les transcrits français, je le dis pour que ce soit porté au dossier pour les besoins de l'enregistrement et peut-être puis-je en profiter pour attirer l'attention de mon éminent confrère sur le détail précis de ce qu'a dit le témoin dans sa déclaration. Ça nous évitera de partir sur des pistes autres. Oui, alors, mon confrère a bien raison. On parle ici de la phrase suivante qui traite de après la crise. Donc, peut-être que je peux clarifier cela avec le témoin, Monsieur le Président. You didn't. Vous vouliez juste que ce soit inscrit au compte-rendu, c'est cela, dit le président. Non, j'aurais volontiers fait une objection parce que la question c'était de savoir ce qui s'était passé pendant la crise et la déclaration a été citée, enfin mal citée, ce qui a entraîné une réponse de la part du témoin qui n'aurait pas dû répondre à cette question et qui aurait dû répondre autrement. Et comme il était tard du fait du délai dans la transcription des échanges, dans la transcription en français des échanges, il est trop tard pour nous mon objection et donc je le dis pour les besoins de l'enregistrement. Please, Mr. Prosecutor. Président, allez-y, Monsieur Deméjian. Question portée sur le mandat et non sur la question spécifique de savoir si le témoin avait reçu ces appels durant la période. Donc la question que j'avais posée de toute façon portait sur le mandat à l'époque. Donc on reste, je pense, quand même dans les limites de ce qui était permissible. Et donc, Madame Fuchs, puisque nous y sommes, donc si je lis exactement votre déclaration, en effet, vous dites, au moment de la crise, je ne me souviens pas d'avoir reçu des plaintes concernant les violences sexuelles. Après la crise, il y a eu quelques victimes qui sont venues nous voir, mais ça restait sporadique. Alors, lorsque vous dites après la crise, est-ce que vous pouvez clarifier pour la Chambre si les victimes qui sont venues vous voir, vous parlez de violations qui ont eu lieu durant la crise ou après la crise? Je pense qu'il s'agissait des deux, hein. Donc, quand je disais que certaines victimes sont venues nous voir, à la fois pour des cas plus anciens, donc liés à la crise post-électorale, et à la fois pour des cas plus récents. Je dois vous avouer que comme ça, je n'ai pas de cas en mémoire, donc je n'arrive pas à vous donner plus de détails. Très bien. J'aimerais passer à un sujet quand même connexe, mais un peu différent. Vous nous expliquez tout à l'heure, et aussi dans votre déclaration, que ce soit l'ONUCI, une de ces sections, ou bien vous-même, vous déplacez sur le terrain pour recueillir de l'information. Est-ce que vous pouvez nous décrire quel était le niveau de coopération des forces de l'ordre avec l'ONUCI? Et lorsque je parle des forces de l'ordre, je parle des forces de défense et de sécurité qui étaient loyales au régime de M. Laurent Gbagbo. Alors, dans les cas où moi-même je me suis déplacée sur le terrain durant
durant cette période, il s'agissait essentiellement de missions d'enquête. Et l'accès aux autorités était très compliqué, voire souvent inexistant, soit parce qu'ils ne voulaient pas nous parler, soit carrément je me rappelle en tout cas dans un cas où nous avons été carrément directement menacés. Et à l'époque des faits, pouvez-vous nous dire quelle était la position du camp de Laurent Gbagbo vis-à-vis la présence de l'ONUCI en Côte d'Ivoire? I'm sorry, but Maître Rocher, désolé, mais dire le camp de Laurent Gbagbo, c'est une façon inacceptable de poser la question. Mon confrère doit être beaucoup plus précis dans sa question, sinon c'est pas juste. Maître Knobs, oui, je suis du même avis. Enfin, je n'ai pas fait d'objection jusqu'à présent, parce qu'on a donné à l'accusation le bénéfice du doute. Mais si l'accusation commence à suggérer aux témoins qu'il convient de répondre à une question où sont inclus les mots « les forces de sécurité loyales à M. Gbagbo », là, je pense que c'est une qualification qui induit quelque chose dans la réponse. Que veut dire « loyal » exactement? Le témoin n'est pas là pour parler de la loyauté des forces de sécurité envers l'une ou l'autre partie, ou l'un ou l'autre camp. C'est pas comme ça qu'on peut poser des questions aux témoins, parce que ce que M. Desmédian souhaite obtenir, visiblement, ce que l'accusation souhaite obtenir de la part du témoin, c'est son opinion. Le président, je ne pense pas que ce soit délibéré, mais j'aimerais quand même que vous en teniez plus au fait et que vous ne vous suggériez rien aux témoins. Il faut en rester aux faits. Monsieur Desmédian, je pense que mes éminents confrères n'écoutent pas les questions. J'ai dit quelle était la position. Ça ne peut pas être moins directif que cela. Alors, pour ce qui est de l'objection en disant le camp de Laurent Gbagbo, le côté de Laurent Gbagbo, je ne sais pas quoi dire. Alors, on m'a dit le gouvernement, ça ne va pas. Je n'ai pas le droit de dire le gouvernement de M. Gbagbo non plus. J'essaie d'employer des termes assez neutres, mais le camp de Laurent Gbagbo, enfin, je suis entre vos mains. Le président. Eh bien, oui, c'est vrai que ici on entend pro-Gbagbo, pro-Ouattara, et c'est vrai qu'ici il faut savoir comment dire les choses de façon moins directe. Moi aussi j'ai du mal à arriver à indiquer cela. Enfin, moi, si je posais les questions, je ne suggérerais rien et je laisserais le témoin nous dire ce qu'elle sait de son point de vue. Monsieur Desmédian, eh bien, peut-être on va laisser le témoin pour voir si elle a compris exactement de quoi il en retournait. Monsieur Maître Rocher, écoutez, mon éminent confrère essaie d'avoir sa réponse. Mais cela dit que nous ne sommes pas du tout d'accord avec l'expression le camp pro-Gbagbo, le camp de Gbagbo. Qui peut dire cette institution, cette organisation, mais pas un terme générique. Il y a quand même un accusé. Ici, il faut que le traiter équitablement. Et c'est pour cela que nous avons soulevé cette objection. Le président, mais je suis parfaitement d'accord. Monsieur Desmédian, eh bien, dans ce cas-là, commençons par la position de monsieur Laurent Gbagbo lui-même. Le président pourrait aussi commencer à penser au déjeuner, faire la pause et j'espère que le déjeuner nous portera conseil. Donc nous allons faire la pause et nous reprendrons à 14h30 et nous en aurons encore pour 1h30 pour la journée. Et avec un peu de chance, monsieur Desmédian, vous en aurez terminé lors de la dernière séance. Et demain, la défense pourra commencer à poser ses questions.